Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Tous les pays du monde sont témoins des graves répercussions du changement climatique. Les émissions de gaz à effet de serre continuent à augmenter et on dirait même qu'ont doublé, bien sûr, depuis les années 90. Le réchauffement climatique mondial provoque des modifications durables de notre système climatique et qui font peser une menace à des conséquences irréversibles si nous ne faisons rien. Alors, au Bénin, que faisons-nous concrètement en matière d'adaptation, d'atténuation? J'ai avec moi deux invités qui vont parler de cela avec moi. Il y a M. Wilfried Mongazi Biao. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le point focal changement climatique. C'est bien cela? Oui, c'est bien ça. Merci. En face de vous, il en a Meda Winakoa. Vous êtes le directeur de la gestion des changements climatiques. C'est bien ça, monsieur le journaliste. Merci d'être là. Merci beaucoup. Ça fait que quand on parle de changement climatique, le thème, on l'a beaucoup utilisé. Très peu de gens aussi croppent encore ce qu'on peut entendre par changement climatique, monsieur Meda Winakoa. Ok, merci, monsieur le journaliste. Bonsoir, chers téléspectateurs. Oui, c'est vrai. Changement climatique, il y a beaucoup de définitions. Ouais. Définitions scientifiques, définitions comme vous voulez l'entendre, mais il y a la définition dans la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Et je voudrais vraiment m'attarder sur cette définition, puisque c'est la Convention qui nous lie davantage, et c'est dans ça que nous travaillons. D'accord. Donc les changements climatiques sont définis comme des changements qui sont attribués directement ou indirectement à l'activité humaine et qui altèrent la composition de l'atmosphère mondiale et qui viennent s'ajouter à la variabilité du climat naturel observé au cours de périodes comparables. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire qu'on a une variabilité naturelle, c'est-à-dire par exemple la succession des périodes sèches et des périodes humides. Ouais. Ça c'est naturel, on l'observe. On l'observe naturellement. Mais lorsque cette période sèche devient longue, ou lorsque la période humide devient courte avec de fortes pluies et que cela perdure dans le temps, pendant plus d'une trentaine d'années, on est dans le domaine on est en ce moment dans les changements climatiques. Vous voulez dire, et ça, c'est l'homme. Il faut constater la chose sur au moins une trentaine d'années. Trentaine d'années. Avant de parler de changement climatique. Changement climatique, tout au moins. Alors, et lorsque on va à la source, on voit l'homme, vous voyez dans la définition, j'ai parlé que c'est attribué directement ou indirectement à l'activité humaine. Ouais. Ça veut dire que lorsqu'il n'y avait pas l'homme sur la Terre, naturellement, on observe cette succession comme de cette variabilité du climat. Mais les activités humaines, et pour rester collé au changement climatique, ces activités qui émettent des émissions de gaz à effet de serre, ce sont ces activités qui viennent s'ajouter à cette variabilité qui existe et qui maintenant fait qu'on observe des extrêmes dans cette variabilité-là. Et d'où la notion des changements climatiques qui nous réunit ce matin. Je ne sais pas si M. Mongazi Biawa quelque chose à ajouter pour éclaircir davantage nos téléspectateurs. Monsieur le journaliste, je crois que le directeur général de la gestion des changements climatiques a déjà donné effectivement l'essentiel. Ouais. Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque nous sommes dans les changements climatiques, il faut noter, comme il a dit, l'effet de l'homme. En fait, c'est l'action additionnelle. Quand on parle des effets de serre, l'effet de serre, c'est un phénomène naturel. Mais ce qui est aujourd'hui à la base des changements climatiques, c'est l'effet additionnel de serre. L'action que l'homme en rajoute, qui fait qu'aujourd'hui, l'atmosphère n'arrive plus à gérer de façon naturelle le surplus, qui crée en fait la situation de changement climatique. Et comme il a dit, il faut noter, il y a l'action de l'homme, il y a le constat sur une longue période. Le temps également joue, et tout ça réuni qui effectivement nous permet de dire que nous sommes dans une situation de changement climatique. Donc voilà ce que... Alors, quelle était la réponse internationale face à ce phénomène? Oui, c'est vrai, la communauté internationale n'est pas restée les bras croisés. Et à quel moment on a senti cette prise de conscience à l'international?
On peut dire globalement que c'est dans les années 80 que cette notion, cette question est apparue à l'ordre du jour de l'agenda politique, où les décideurs ont commencé à vouloir comprendre c'est quoi cette question du changement climatique et à quoi cela retourne et quelles sont les preuves. Vous savez, avant qu'on aille à un accord, vous savez, les accords, quand on parle de convention, ça se fait avec les États, c'est avec le gouvernement. Ouais. Alors, donc, ces acteurs politiques, ces décideurs ont voulu avoir des preuves scientifiques, des données qui doivent leur permettre vraiment de savoir qu'effectivement, les changements climatiques constituent une menace. Alors, très tôt, il a été mis en place, dans les années 1988, le groupe qu'on appelle le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, ouais. Par l'Organisation météorologique mondiale et puis le programme des Nations Unies pour l'environnement, actuellement connu sous le vocable ONU Environnement. Alors, donc, très tôt, ce groupe a commencé par travailler, a commencé par réunir des données scientifiques, des recherches qui ont été menées déjà en ce moment-là. Et puis, très tôt, ce groupe a publié son premier rapport. Son premier rapport en 1990. Et ce rapport a confirmé effectivement que les changements climatiques constituent une menace pour le développement et qu'il est nécessaire d'aller à un accord. Que sinon, ça ne va pas. Alors donc, les décideurs ont commencé par prendre conscience, parce que c'est des preuves que ce document-là, ce rapport a exhibé. Alors, il fallait maintenant, quand il faut aller à un accord, il faut qu'on négocie. D'où il a été mis en place un groupe de négociation, un groupe intergouvernemental de négociation, pour aller maintenant à cet accord-là. Ce groupe a commencé par travailler. Et déjà, en 1992, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques a été adoptée le 9 mai 1992. Alors, adoptée en 1992, donc il fallait que les États aillent à la signature de cet accord. Donc, l'ouverture à la signature des États a été faite le 4 juin 1992 au sommet de la Terre, c'est-à-dire à la conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement. Et puis, par la suite... À Rio. À Rio, exactement, à Rio de Janeiro. Et notre pays, là, vous voyez, il dit le 9 mai 1992. Et déjà le 13 juin 1992, notre pays l'a signé. Il a ratifié également cette convention le 30 juin 1994. Alors que cette convention est entrée en vigueur le 21 mars 1994. Donc, voilà si on va résumer, en termes d'historique, comment on est arrivé à cette convention, comment on est arrivé à cet accord, voilà ce qu'on peut dire. Donc, c'est dans les années 80 que le débat a commencé par aller au niveau politique. Et puis, progressivement, cette convention a été mise en place ou a été adoptée le 9 mai 1992. Alors, depuis cette date à ce jour, c'est vrai qu'il y a beaucoup de rencontres pour une prise de conscience, montrer un peu l'effet des changements climatiques sur notre vécu quotidien. Mais apparemment, la prise de conscience n'est pas encore acceptée par tous. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ça, le constat est juste. Et comme le directeur de la gestion des changements climatiques le disait tantôt, déjà au sommet de la Terre en 92, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques a été adoptée. Ouais. Et très rapidement, la Convention est entrée en vigueur en 1994. Mais dites-vous que l'objectif donc de la Convention, c'était quoi? C'était de stabiliser donc la concentration des gaz à effet de serre à un niveau qui empêcherait toute perturbation du système climatique et permettre que de façon naturelle, que les écosystèmes puissent s'adapter et que le développement socio-économique puisse se faire de façon durable. Donc, globalement, voilà l'objectif donc, de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui a été donc signée en 92 et qui est entrée en vigueur en 94. Le constat, 3 ans plus tard, on a constaté que les objectifs n'étaient pas atteints. Et pourquoi? Et voilà, et c'est ce qui a conduit donc 3 ans plus tard à donc l'adoption d'un autre instrument, le protocole de Kyoto. Ça veut dire que cette convention n'a pas suffi pour régler une fois pour de bon le problème. Voilà. Il n'y a pas eu de consensus autour de la question, c'est cela? En fait, ce n'est pas un problème de consensus, c'est dans la mise en œuvre en fait, de ce qui a été retenu. Alors, c'est quoi comment blocage, maintenir oui. En fait, parce qu'il fallait travailler à stabiliser la concentration des gaz à effet de serre, il fallait limiter. Et on a constaté
qu'il y a toujours cet accroissement avec les comportements économiques et autres que les pays effectivement développés en son temps, Justement, c'est là qui qu'il sont fallait de en gros venir. Vous dites que les émetteurs. pays développés, gros émetteurs, Voilà, n'acceptaient pas effectivement, trop à n'acceptaient pas réduire trop. leur émission de gaz à effet de serre. Tout à fait. Et c'est ça qui a conduit la communauté internationale, 3 ans plus tard, en 1997, à adopter donc le protocole de Kyoto. Et le protocole de Kyoto, c'est quoi? En fait, c'est d'amener les pays qui sont donc de l'annexe 1, ce sont les pays développés, les pays en transition, qui étaient donc invités à réduire leur émission donc, de gaz à effet de serre de l'ordre de 5%. Voilà ce qui a été retenu donc, en 1997. Et par rapport à ça, pour permettre que donc, ces pays-là puissent honorer leur engagement, Alors, c'est quoi ces pays? les pays Quelques développés, exemples. les pays, les Mais pas les États-Unis, États-Unis, la la France, France, l'Allemagne, voilà, l'Angleterre, l'Angleterre. ainsi de suite, Donc voilà. les pays qu'on reconnaît quand même. Et la Chine faisait partie Non, de... non, non, tu sais, la Chine aujourd'hui, c'est le problème qui, en fait, qui se pose. On va en venir dans les détails par rapport à ça. Donc, ces pays qui étaient considérés donc, de l'annexe 1, devaient donc, et les pays en transition, devaient donc faire cet effort de réduction. Vous parlez de pays en transition, c'est qui ces pays en Bon, transition? c'est les pays en fait qui n'étaient pas trop développés, mais qui avaient amorcé un développement, d'accord? Quelques exemples de ces pays, justement, en transition. Les pays en transition, Vous parlez par exemple du Brésil, c'est cela? par rapport, voilà, le Brésil par exemple. Ouais. Donc ces pays devaient donc également se joindre aux pays développés pour réduire donc leurs émissions de l'ordre de 5%. Et il fallait donc mettre à contribution 3 mécanismes qui étaient mis en place pour permettre quand même un mécanisme de flexibilité qui était mis en place pour permettre à ces pays-là d'honorer leur engagement et permettre également aux pays en développement comme le nôtre de pouvoir contribuer à se développer de façon donc respectueuse de l'environnement. Donc il y avait 2 mécanismes entre les pays développés et les 2 mécanismes, il y avait la mise en œuvre conjointe et les échanges donc de droits d'émission. Ça devait se faire entre les pays développés. Maintenant, entre pays développés et pays en développement, c'est notre fameux donc, le mécanisme pour le développement propre, le MDP. Ça, c'est pour permettre aux pays développés d'honorer leur engagement et au même moment permettre aux pays en développement comme le nôtre de continuer par se développer de façon respectueuse de l'environnement. Donc voilà ce qui est en fait, par rapport au protocole de Kyoto, ce qui a été retenu. Mais est-ce que ce protocole vraiment a permis de corriger quelque chose? Si au niveau de la Convention, on n'a pas pu, du moins, respecter les engagements pris, est-ce que le protocole a corrigé quelque chose? Justement, le protocole n'a pas permis, en fait. Voilà. C'est parce que ça n'a pas pu, effectivement, ramener ces pays, parce qu'ils devaient payer le lourd tribut, les pays développés. Donc, il y avait d'abord une première phase Est-ce d'engagement. qu'on pourrait dire qu'ils ont refusé de payer sur le truc? Non, ce n'est pas un refus. En fait, tu vois, c'est une contrainte. Parce que c'est comme une obligation, on les contraint à réduire, en fait, cette façon de se développer. Ben, c'était mal fait de demander qu'ils réduisent leur émission de gaz à effet de Ce serre. n'était pas mal fait, en fait, c'était pour régler la question des changements climatiques qui pointent. Alors, donc, il y a une première phase d'engagement par rapport à ces pays. Donc, de 2008 en 2012, c'était la première phase, ils devaient observer la réduction de 5%. Mais quand il s'est passé, les choses n'étaient pas allées bien. Déjà en 2007, pour voir comment ça a progressé, le fait que les objectifs n'étaient pas atteints et la communauté internationale a continué par rechercher. En 2007, à la COP 13, quand il dit COP 13, c'est la 13e conférence des parties à la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques. À la COP 13, il y a eu donc un plan de travail qui a été donc élaboré, qu'on connaît généralement sur la feuille de route de Bali. La feuille de route de Bali devait conduire donc à un nouvel accord sur les changements climatiques en 2009, à la COP 15 qui s'est déroulée donc à Copenhague. Mais le triste constat, l'accord de Copenhague n'a pas été adopté, les partis ont juste pris acte, ils ont constaté. Donc c'est comme un échec qui a jeté un doute sur la capacité, vous voyez, le multilatéralisme et la diplomatie de régler les problèmes donc, des changements climatiques. Mais un peu plus tard, avec les connaissances scientifiques, qui a vraiment démontré l'impact des changements climatiques donc, sur l'environnement, ça a fait prendre quand même conscience. C'est ce qui a amené donc en 2011, à la 17e conférence des partis, il y a eu le lancement de la plateforme de Durban pour une action renforcée donc des actions sur le climat. Et par rapport à ça, il fallait donc aboutir à un accord juridique
ou un test qui a valeur donc de droit, qu'il fallait soumettre donc en 2015 à la Monsieur COP Bokassi, 21. je vous coupe pas, mais je vais revenir à M. Winakon. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, depuis 92 jusqu'à 2011 à la COP de Copenhague, et Non, qu'on traîne 2011 à Durban. à Durban, et qu'on continue à traîner, est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'il y a une certaine mauvaise foi entre griffes des pays grands émetteurs de gaz à effet de serre qui ne veulent pas réduire leurs émissions? Monsieur le journaliste, ce n'est pas exactement ça. Ce n'est pas oui. une question de... Si on le dit comme ça va être très simple. Parce que... Qu'est-ce qu'on pourrait dire alors? Il faut comprendre déjà oui, tout à l'heure... cette lenteur qui a accepté à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. C'est vrai. On note la lenteur, surtout nous en tant que pays en développement qui subissent plus... Les effets, on comprend exactement ça. Oui. Mais il s'agit de questions de développement. La réduction des émissions, ce n'est pas une réduction où on va trouver comment on appelle, quelque chose de magique pour collecter, enlever les trucs en l'air. Ce n'est pas de ça il est question. C'est des activités qui génèrent des ressources pour les pays qu'on demande maintenant qu'on réduise. Ce n'est pas évident que tout de suite ils disent on enlève. Non. Donc voilà pourquoi on va à des négociations. Est-ce qu'il faut mettre en cause sa survie parce qu'on veut un développement? On ne va pas mettre en cause la survie. Et c'est pourquoi tous les États mettent la main. Vous voyez, comme le collègue l'a dit, oui. La convention a été d'ordre général. La convention donne des orientations. Vous voyez, conformément à l'article 2, qui définit bien l'objectif de la convention, il a bien rappelé cela. Vous voyez, c'est général. On dit il faut que les écosystèmes s'adaptent naturellement. Il faut que la production agricole ne soit pas menacée. Il faut que le développement économique se poursuive normalement. Ça, c'est général. C'est ça, on est allé maintenant à des précisions. En réalité, le protocole de Kyoto est venu pour donner des précisions. On dit on fait quoi. Et dans ce fait quoi, c'est la réduction, pour résumer un peu ce qu'il a dit. On dit on réduit, dans ce document, on dit on réduit de 5% oui. par rapport aux émissions pré-industrielles de 90, on réduit de 5%. Et ça ne concerne pas tous les pays, ni tous les pays développés. Voilà. Ni une partie de ces pays développés-là. Donc, c'est normal qu'au fil du temps, qu'on recourt à tout le monde, je vais caricaturer comme ça, ce qui a fait qu'on est allé à l'accord de Paris, où cette fois-ci, ça concerne tout le monde. Il n'y a plus, moi je suis pays développé, je suis pays en développement. On dit le peu que tu peux, alors il faut... On met tout sur la table. On met tout le monde met sur la table, tout le monde met la main à la pâte, comme on le dit. Chacun à son niveau doit jouer sa partition. Et de la façon dont il peut. D'où cette notion, bien entendu, avec la différenciation qu'il y a entre les différents pays. Mais il n'y a plus de... On dit non, il n'y a pas... Nous, on ne fait plus rien parce qu'on est pays de PMA ou pays ceci. Non. Le Bénin a aujourd'hui un document dans lequel il dit voilà ce que je peux faire d'ici 2030 pour contribuer à l'effort mondial de réduction des émissions de gaz à effet de serre afin que demain nous puissions le dire. Et dans l'accord de Paris, vous voyez, au regard comme je l'ai dit, j'ai dit tout à l'heure, notre référence dans les négociations, la référence pour les décisions qu'on prend dans le cadre du changement climatique, c'est les données scientifiques. Le GIEC est toujours là pour, comme on le dit, pour sonner et dire attention. C'est vrai que vous parlez du GIEC, M. Meda Winakon. Est-ce qu'on n'a pas encore l'impression que ces décideurs politiques n'écoutent pas du tout ou ne veulent même pas lire ce qu'envoie le GIEC pour dire attention, si on ne prend pas garde, on risque tous de disparaître? Non, monsieur le journaliste, et je crois que vous êtes avec moi. On a eu la chance d'aller au moins 3 ou 4 fois à la conférence des partis. Vous avez vu le débat. C'est une question de développement de mon point de vue et on négocie, on cède ces pays développés. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on priorise? Est-ce qu'il faut dire, OK, je veux le développement, et après je peux mourir, et après c'est cela, ou bien il faut quand même laisser la terre à nos enfants, à la postérité? Bien entendu. Voilà. Non, je suis d'accord avec vous. On va dire, si les téléspectateurs peuvent dire, mais si les changements climatiques étaient aussi graves comme ça, bon, les gens, tout le monde allait mourir, et puis bon, il n'existerait plus des hommes sur la terre. Oui, le danger est là, mais il faut reconnaître, nous devons aussi, comme on le dit, s'alimenter. Nous devons aussi exister. Les changements climatiques constituent une menace que nous devons prendre en compte pour se développer. C'est-à-dire que
en plus des efforts de développement, nous devons faire attention à cela. Vous voyez, je me rappelle hier, quand je préparais l'émission, il y a un collègue qui m'a rappelé une anecdote. Il dit, à un moment des discussions, je ne sais pas où il a lu certainement, que la Chine a dit, OK, les États-Unis, vous vous êtes développés, vous êtes à un niveau très haut. Aujourd'hui, vous me demandez, moi, de réduire mes émissions. Vous m'attendez d'abord, j'atteins votre niveau de développement, et après, je peux continuer maintenant à réduire. Si des pays en voie de développement comme le nôtre, le Bénin, dit, OK, vous êtes à un niveau donné, laissez-moi aussi atteindre ce niveau, et après, ensemble, maintenant, on peut réduire notre émission. Donc, vous comprenez la complexité des négociations. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, c'est une question de développement. Ouais. Tout le problème est au niveau de la réduction des émissions. Et réduire les émissions, c'est, vous demandez qu'on supprime les industries. Vous demandez qu'on supprime ces industries qui donnent beaucoup plus de ressources financières à ces différents États-là. On ne peut que négocier pour que chacun apporte sa part. Nous sommes d'accord. Mais comme tu le dis, le Bénin aussi va dire, bon, laissez-nous aussi, on veut... Et c'est pourquoi, justement. Dans l'accord de Paris, notre contribution, c'est volontaire. Puisqu'il n'y avait pas de contraintes, il n'y avait pas de ligne tracée pour dire, voilà la barre que chaque pays doit atteindre. Donc, nous avons vu notre capacité au regard de tout ce que nous avons comme instrument au niveau national, en termes de documents de planification, en termes d'activités ou de projets, de plans que nous disposons au niveau national. C'est dans ces documents, nous n'avons rien inventé de façon extraordinaire. C'est à travers ces documents, nous avons dit, voilà, avec notre trajectoire, nous pouvons se joindre à vous et aller à ce niveau de réduction des émissions pour contribuer à l'effort mondial, tout en demandant beaucoup plus à ceux-là qui on peut dire, ont beaucoup plus pollué l'environnement. Que nous. Les données montrent que l'Afrique, même en général, est autour de 3 à 4% en termes d'émissions au plan mondial. On reconnaît ça. On ne peut pas nous demander, avec cette faiblesse d'émissions de gaz à effet de serre, d'aller à une donnée exponentielle. Mais le problème est là. L'atmosphère n'a pas de frontières, monsieur le journaliste. Tout le monde. On est obligé de demander à ces pays-là, et d'où la complexité des négociations. C'est comme on le et dit, vous voyez, dans vous avez village, suivi plusieurs fois. on dit que le ciel, quand ça tombera, c'est sur tout le monde. Ça n'est pas une personne. Ça n'est pas une personne. Et d'ailleurs, vous voyez, ce n'est pas une question de prêcher pour une paroisse, comme on le dit, mais de toutes les conventions, c'est cette convention qui réunit tous les pays chaque année. Vous allez voir. Parce que l'enjeu est de taille. Chaque année. Vous voyez, je ne dirais pas que les autres conventions n'ont pas d'enjeux ou de préoccupations aussi importantes. Mais lorsqu'on dit dégradation des terres, je m'excuse beaucoup. Oui, la dégradation des terres au Bénin, oui, d'accord, vous avez dégradé votre terre. Bon, quand vous avez dégradé, en quoi ça a un lien avec la dégradation des terres du Burkina? Vous imaginez? Ben, si le Bénin était un pays qui nourrit le Burkina doit s'inquiéter. Oui, ça, c'est des éléments collatéraux. Mais l'autre, lorsque vous émettez, le peu que vous émettez au Bénin va dans l'atmosphère et cette atmosphère est mondiale. On met pour nous tout le monde. Donc voilà. Ça dit, cet enjeu est vraiment crucial et personne ne veut être absent à la table de négociation pour demander. Tout le monde veut donner tout le monde veut son donner. avis. Vous qui émettez vraiment trop de ces gaz à effet de serre, vraiment, permettez-nous de suivre. Et aussi se dit, oui, nous devons nous développer. Nous avons déjà un niveau élevé de développement. Si nous baissons, alors certains pays vont nous dépasser. Vous voyez, ça devient complexe. Et puis, les pays qui hier étaient pays en développement, aujourd'hui, dans la Convention, on les reconnaît, comme on dit la Chine, on les reconnaît, mais la Convention nous lie. Il est difficile de dire à ces pays-là aujourd'hui de revenir. Donc, vous voyez, quand le développement intervient dans ces débats, vous voyez, ça devient complexe. On est obligé, vraiment, d'aller toujours à cette table de négociation. Mais je crois que l'accord de Paris est vraiment un creuset qui va nous permettre d'aller de l'avant. Justement, on parle d'accord de Paris, M. Mongazi, depuis 2015. Nous sommes encore là, mais l'accord de Paris n'a pas encore trouvé la porte de sortie, apparemment. Non, monsieur le journaliste, bon, en fait, je vais revenir ça même pour mettre un peu, en fait, apporter un trait d'union pour comprendre, parce que comment on est arrivé à l'accord de Paris. Vous avez vu tout à l'heure, vous avez posé la question, est-ce que c'est comme si il y a une partie qui pense que, bon, les questions des changements climatiques, ça ne fait pas trop leur affaire, on peut continuer. Non. C'est pourquoi je dis, quand vous suivez, c'est parce que c'est complexe qu'il y a négociation. On négocie parce que la situation n'est pas aisée. Et quand on négocie, c'est de bout en bout, c'est de petits pas en fait. Je vous ai dit, quand on a adopté la Convention cadre des Nations Unies, l'objectif,
Voilà comment nous l'avons dit. Il faut vraiment stabiliser. On a constaté 3 ans après, ce n'est pas bien. Ce n'est pas atteint les objectifs. On est allé au protocole de Kyoto. On dit, bon, vous, pays développés, réduisez de l'ordre de 5%. On a constaté, pour une première phase d'engagement, ça n'a pas donné. Voilà, on est allé encore, on dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? On est allé à un autre accord pour dire, ben, est-ce qu'il ne faut pas voir déjà, en 2011, avec la plateforme de Durban, qui dit, ben, est-ce qu'on ne peut pas aller encore à un autre accord qui a valeur de droit, un peu contraignant? En 2015, on a déjà prévu déjà ça. Ça n'a pas suffi. En 2012, on se dit maintenant, là, à Qatar, on a maintenant, pour une deuxième phase, avec le protocole de Kyoto, il y a une deuxième phase d'engagement. On a rehaussé. On dit maintenant, au lieu de 5%, on ira à 18%. On est allé à 10%. À Qatar, on a révisé le protocole et on a amendé le protocole de Kyoto pour dire, bon, voyons un peu l'ambition. Ça n'a pas suffi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez un peu le processus. Bon, l'année qui a suivi, à la COP19, à Warsaw, et à Varsovie, en anglais dit Warsaw, à Varsovie, on dit maintenant, voilà qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce que les décisions à Varsovie ont vraiment entériné la plateforme de Durban, mais qui allait un peu loin, dit, bon, chaque pays, là, les partis, là, vous devez préparer une contribution prévue, déterminée au niveau national, que vous devez soumettre avant donc, la COP 21, avant 2015, là, il faut soumettre. Donc, pour voir un peu comment on arrivait à l'accord de Paris. Donc, tous les pays devaient préparer un document comme ça. L'année qui a suivi, à la COP 20, il y a l'appel climatique de Lima. Lima, c'est au Pérou. On dit, allez, tous les pays, voilà, l'année prochaine, préparez votre document de contribution prévu que vous allez soumettre. Ça a été fait. Le Bénin a toujours honoré cet engagement à préparer les contributions prévues déterminées. Maintenant, on est en 2015, à l'accord de Paris. Vous voyez, l'accord de Paris est un succès. Il faut le dire, 195, voyez-vous. Est-ce qu'il faut tenir compte seulement du nombre de pays? Non, attends, je vais te dire. En dehors de l'Assemblée. Les engagements pris ne sont pas encore respectés jusque-là. En dehors de l'Assemblée générale des Nations Unies annuelle là, qui se tient, qui réunit autour de 150 États, mais c'est la première fois qu'on a pu réunir 195 chefs de gouvernement et autres pour effectivement adopter. Ben, l'objectif. Attends, ça veut dire que c'est déjà Paris, c'est un succès, il faut le reconnaître. Ça a marqué quand même. Mais les engagements, les recommandations. Attends, c'est comme si il n'y avait pas de lueur. On voyait sombrir, l'horizon était sombre. Avec l'accord de Paris, ça a redonné espoir. On se dit, mais quelque chose est faisable. On a réuni autour de la table autant de chefs d'État. Les ONG, pour une première fois, les organisations de la société civile ont eu leur place. C'était vraiment un succès, c'est un triomphalisme par rapport à la diplomatie au niveau international. Voilà, on était à l'accord de Paris. Maintenant, comme le collègue le disait, le GIEC a fait du bon travail. Ce n'est pas que les gens ne suivent pas. Sur la base du travail du GIEC, les contributions prévues déterminées qui ont été envoyées ont été donc assemblées. On a fait une synthèse. Mais on a constaté qu'on était tous loin. On ne pouvait pas contenir la température de la Terre. On était de l'ordre de 3 même. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un travail supplémentaire. Et le GIEC a été commis pour faire un travail. C'est là on a la question des 1.5. 1.5, oui. Il fallait donc commettre le GIEC pour produire un rapport. Quelles seraient les conséquences donc pour l'environnement et le monde entier si effectivement il y avait un changement de l'ordre de 1.5 et 2. Le GIEC a déposé son rapport. Donc voyez-vous qu'un travail se fait. Une conscience collective et individuelle maintenant, vous voyez, c'est bien, c'est clair maintenant avec l'accord de Paris. Chaque pays, c'est vrai, d'aucuns vont dire que l'accord de Paris, ce n'est pas contraignant. Justement, ce n'est pas contraignant. Mais dites-vous, il n'est pas contraignant, M. Mourazzi. Quelle est la base, en fait, de l'accord de Paris? Est-ce que l'accord de Paris est contraignant? Moi, je dirais c'est relatif. Ah oui. Mais moi, je dis que c'est contraignant. À quel niveau? À quel niveau? Parce que, regardez, tous les pays de façon libre, ont élaboré des documents que nous appelons contributions déterminées au niveau national. Et on dit quoi des engagements qui ont été pris par ces différents pays? Oui, chaque pays est allé à l'Assemblée. Ce n'est pas quelque chose que le ministère de l'Environnement est resté pour dire, bon, voilà le document. Ça a été voté à l'Assemblée. Mais un document comme ça, on est allé à l'Assemblée, la représentation nationale a voté, et ceci pour tous les pays. Et vous m'avez dit que ça, ce n'est pas contraignant. C'est déjà une obligation qu'un pays puisse aller là-bas jusqu'à ce niveau
pour voter un document de ce qu'on me dit que ce n'est pas Mais contraire. est-ce que les gens Quelque part, est-ce que les c'est gens ont vrai. pris l'engagement de réduire vraiment les émissions de gaz à effet de serre? C'est ça le Justement, plus important. cet engagement a été pris Ouais. parce que si vous ratifiez l'accord de Paris, vous êtes obligé de déposer un premier document. C'était prévu, document de contribution prévu qui nous a amené à l'accord de Paris. Mais quand vous ratifiez l'accord de Paris, le premier document que vous déposez, c'est la contribution déterminée qui vous engage désormais. Le Bénin, effectivement, a honoré ses engagements, a déposé la contribution déterminée au niveau national et dedans. Bon, c'est là, il faut remercier les autorités qui ont travaillé pour que ce document soit finalisé. Secteur par secteur, sur la base des études qui existent et qui ont indiqué quels sont les secteurs aujourd'hui par rapport à la contribution aux émissions de gaz à effet de serre au niveau national. Ces secteurs ont été identifiés. Et sur cette base, donc l'ensemble des mesures, les politiques à mettre en place pour pouvoir réduire un tant soit peu, donc les émissions que nous émettons ont été donc réalisées. Et ce document aujourd'hui, secteur par secteur, on va en arriver. Justement, ben, vous trouvez déjà la passerelle pour qu'on en revienne ce que fait notre pays par rapport à ces différents éléments de changement climatique. Notre pays fait partie de l'humanité, on ne peut pas se mettre à part, on est dans un ensemble. Qu'est-ce que nous faisons concrètement par rapport à ce changement climatique? Est-ce que dans notre contexte, on parlera de changement climatique ou même de... non, pas de changement climatique dans le contexte béninois. On parlera de quoi, justement? Merci, monsieur le journaliste. Moi, je ne veux pas aller dans les débats scientifiques. Moi, je dis qu'il y a changement climatique. Sans donner des précisions sur des chiffres. Je crois que les scientifiques vous diront, vous donner des explications. Mais du moment où nous observons des inondations cycliques, du moment où nos producteurs ne savent plus à quelle date mettre leur culture en terre, du moment où les cultures s'en vont, leur rendement, ils perdent leur récolte. Du moment où nous perdons des vies humaines, dans ce contexte, pour moi, il y a changement climatique. On peut donner des explications scientifiques pour montrer qu'on n'est pas au niveau peut-être requis pour parler, mais les impacts nous imposent de dire au Bénin, nous avons des questions de changement climatique. Et pour moi, il n'y a pas à se fermer la porte pour dire qu'il n'y a pas de changement climatique et attendre que peut-être que c'est dans 10 ans, alors qu'on vit les effets du changement climatique. Et d'où l'intérêt. Voilà, et d'où l'intérêt de votre question. Qu'est-ce que le Bénin fait dans tout ça? Non. Je suis vraiment content que vous avez commencé par faire le chemin avec nous. Et lorsque nous allons à cette réunion, vous voyez la bataille que nous faisons. En dehors de ces accords signés, qu'on qualifie de contraires ou de non contraignants, ce qui se fait derrière est important. Nous prenons des décisions où des décisions sont prises à chaque conférence des partis. Et ces décisions ont des implications en termes d'application, en termes de mise en œuvre, que chaque État essaie de tirer les opportunités qui sont liées. La première des choses que je vais vous dire dans cette question de mise en œuvre, comme vous venez de dire, c'est l'élaboration de nos communications nationales. Peut-être que beaucoup de nos téléspectateurs ne savent pas. Nous sommes déjà à la 3e édition d'élaboration de nos communications nationales. Et ça fait quoi, ces communications-là? Voilà. Qu'est-ce que ça apporte? Voilà. Dans ces communications nationales, la première, nous l'avons fait en 2001, la deuxième en 2011, la troisième vient de finir l'année passée en 2019. À l'intérieur de ce document, vous verrez clairement en termes d'inventaire de gaz à effet de serre, puisque c'est la cause des changements climatiques. Et je crois qu'il faut que nos chercheurs ou nos étudiants à divers niveaux puissent vraiment lire ce document-là. On verra clairement comment le Bénin émet les émissions de gaz à effet de serre. Dans quel secteur nous émettons ces gaz à effet de serre-là et à quel niveau et quelle est la quantité que nous émettons. C'est ce document qui le dit. Alors, de façon claire, de secteur par secteur. Alors, prenons quelques secteurs dans lesquels nous émettons beaucoup. Dans le secteur de l'agriculture. De la première, bien entendu, malheureusement. Et mieux encore, c'est dans ce secteur que c'est le secteur le plus vulnérable, puisque je vais en venir également là, pour le second aspect ou les autres aspects liés à cette communication nationale-là. Donc, dans ce document de communication, vous verrez également l'état de la vulnérabilité du Bénin. Vous voyez, donc, si aujourd'hui on dit que vous êtes vulnérable, et, comment on appelle, 5 ans après, vous pouvez améliorer votre état de vulnérabilité. D'où cette fréquence d'élaboration de cette communication pour voir quel est l'état actuel, comment le Bénin est passé. Donc, dans ce document, vous verrez la vulnérabilité de notre pays, secteur par secteur, et c'est le secteur de développement. L'agriculture, les ressources en eau, la santé, l'énergie, les zones côtières, et tout. Vous verrez
comment ces différents secteurs sont vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques. Et les experts, les spécialistes de la question essaient de proposer des actions en termes aussi bien d'adaptation que d'atténuation pour voir comment on peut vraiment juguler ces questions-là. Donc voilà ce premier instrument, non seulement en termes d'information, mais également en termes de documents stratégiques qui permet à tout, et c'est dans tous les pays cela se fait. Tous les pays le font, il n'y a pas d'exception. Et quand on dit qu'il n'y a pas d'engagement, je dis, bon, chacun reste à un niveau pour, ou bien de contrainte, chacun reste à un niveau pour l'expliquer. Mais il n'y a aucun pays qui dérobe à ça. Ouais. Vous allez sur Internet, vous verrez, tous les pays, et sans exception, ils élaborent ce document-là de façon classique. Nous aussi, nous le faisons. Donc, on est déjà dans la phase de l'élaboration de la 4e communication nationale. Et je crois que vous allez nous accompagner pour qu'on communique suffisamment pour que les gens savent quel est l'état de notre pays en termes aussi bien d'émissions de gaz à effet de serre, en termes également de vulnérabilité de notre pays. Justement, je veux quand même répondre à cette question. Quel est l'état des lieux aujourd'hui en termes de vulnérabilité de notre pays au changement climatique? Que faisons-nous pour rendre nos populations plus résilientes au changement climatique? Merci, monsieur le journaliste. J'allais en venir là. Alors, lorsqu'on a ces états, on a cet état de vulnérabilité et tout, qu'est-ce qu'on fait? C'est toujours... Les négociations nous ont permis de dire, alors il faut qu'on aille à un document de planification stratégique. Et le premier document de planification stratégique que la communauté internationale a jugé vraiment utile d'expérimenter ou d'entamer, c'est notre fameux programme d'action nationale au fin de l'adaptation au changement climatique, PANA. Okay. Il a été demandé à tous les pays les moins avancés d'élaborer ce document-là. Le Bénin l'a fait en 2008. Le gouvernement l'a adopté. Et il était mentionné dans ce document des actions immédiates et urgentes à mettre en œuvre. Mais malheureusement, les financements n'ont pas suivi. Mais on ne dirait pas qu'on n'a rien fait. Nous avons eu 5 actions prioritaires au Bénin. La première action, c'est dans le domaine de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. La deuxième, ça concerne les ressources en eau, en termes de mobilisation des ressources en eau. La troisième concerne la biomasse énergie. La quatrième, vous verrez ça en ce qui concerne la santé, en termes de lutte contre le paludisme pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Ouais. Et puis l'autre concerne la zone côtière. On ne dira pas, on n'est pas satisfait, mais le bilan n'est pas zéro. Nous avons pu avoir un projet spécifique pour la première action, c'est-à-dire l'agriculture et la sécurité alimentaire, qui nous a permis de faire au moins de 2011 à 2016, de mettre des actions aussi bien, même si c'est en phase pilote qui n'a pas couvert tout le territoire national, d'aller vraiment à cette réduction de la vulnérabilité de notre pays, aussi bien en termes d'information, en termes de renforcement des capacités des différents acteurs, en termes d'élaboration d'outils, d'intégration des changements climatiques dans les documents de planification, aussi bien au niveau national, sectoriel que communal. Au niveau du PANA 1, comme on l'appelle généralement, nous avons pu avoir ces résultats-là. Vous allez voir au niveau de la deuxième action, à travers le projet SAP Bénin, le système d'alerte précoce. Oui, exactement. Vous allez voir au niveau de la direction générale de l'eau qu'on a un système qui a été renforcé, qui permet de donner l'alerte aujourd'hui en termes de questions d'inondation ou en termes de questions de sécheresse sur le plan national. Vous abordez la question de la biomasse et de l'énergie aujourd'hui. Au niveau de la Direction générale de l'énergie, vous verrez clairement que ce projet, qui est encore en cours de mise en œuvre, qui a mis en place beaucoup, j'allais dire, d'écosystèmes forestiers qui permettent également quand même en termes de réduction de cette vulnérabilité dans les différentes zones vulnérables de notre pays, afin de rester dans cette logique de réduction de la vulnérabilité. Vous voyez également au niveau de la question de la santé, nous n'avons pas eu de projets spécifiques, mais notre pays se bat déjà. Il faut le reconnaître, il faut le saluer. En termes de lutte contre le paludisme, à travers la distribution des moustiquaires imprégnés et tout, on a vu notre pays conscient de la situation et a mené volontairement beaucoup d'actions. On ne dira pas que c'est purement changement climatique, nous n'avons pas un projet concret, mais les actions du Bénin, on peut le comptabiliser dans ce contexte-là. La zone côtière, on n'en parlons plus. Le Bénin, l'argent que le gouvernement jette pour protéger notre côte, on ne dira pas assez sur cette question-là. Mais
Si on dit les actions prioritaires de 2008, ce n'est pas à partir de 2011 qu'on pourra mettre. Donc voilà les difficultés en termes de mise en œuvre, de répondre de façon rapide et efficace à ces questions. On a dit alors, les PANA n'ont pas répondu de façon efficace. Il va falloir qu'on réfléchisse à moyen et à long terme. Réfléchissons à moyen et à long terme. Et voilà pourquoi on est aujourd'hui dans le contexte d'élaboration d'un plan national d'adaptation au changement climatique. Aujourd'hui, la plupart des pays en développement, ça va au-delà des pays les moins avancés, tous les pays en développement aujourd'hui sont dans la phase, je dis bien au regard des résultats des PANA qui n'ont pas donné ce que les populations attendent réellement de nous. Ouais. On passe maintenant au PNA, les plans nationaux d'adaptation, pour voir le moyen et le long terme, pour utiliser des modèles scientifiques qui vont nous permettre vraiment de voir comment on projette notre vulnérabilité dans le temps pour que nous puissions anticiper sur les actions pour éviter le pire demain. Au lieu de dire, voilà, nous le traitons au cas par cas, nous le traitons à court terme tout de suite, mais nous projetons, et là, c'est comme on prévoit ce qui va arriver et puis on arrive à vraiment les gérer. Et je crois qu'on dit celui qui va loin, il est prévoyant. Alors donc, on est dans la prévoyance aujourd'hui, on est dans la prévision de ces questions-là et des actions pour aller. Donc le Bénin dans la processus, on n'a pas encore notre document de plan national d'adaptation au changement climatique, mais nous sommes dans le processus. Je crois d'ici 2021, ce document pourra être disponible. Et les deux objectifs principaux de ce document, et je crois qu'il est important de rappeler, c'est d'abord cette réduction de la vulnérabilité. Ouais. C'est important, comme je dis, tout est là. Parce que quand j'ai expliqué tout à l'heure, s'il y a inondation, je ne crois pas que tous les producteurs seront frappés de la même manière. Non. Il y en a qui ont la possibilité vraiment de subvenir, et ça permet de comprendre cette notion de vulnérabilité. Et l'autre objectif lié au PNA, c'est l'intégration des changements climatiques dans tous les documents de planification au niveau national, sectoriel et au niveau communal. Donc, et ça, nous avons commencé par le faire déjà. Si vous regardez le plan national de développement, je crois, vous verrez, le ministère du cadre de vie, à travers le projet PASS-PNA, nous avons pu intégrer de façon, j'allais dire, très remarquable la question du changement climatique dans le plan national de développement. Vous verrez également dans le plan national de développement sanitaire, oui, pour la première fois, je dirais, de façon vraiment spécifique, que les changements climatiques ont été pris en compte dans ce document-là. La loi d'orientation des finances de 2019, vous verrez également que les changements climatiques ont été vraiment pris en compte de façon à ce que les finances puissent répondre efficacement à cette question de changement climatique. Donc voilà, en termes pour dire... parce que j'ai préféré aborder la question d'adaptation, oui, parce que les émissions, vous avez vu la complexité, qu'on en arrive à avoir des réductions aussi sensibles, des réductions aussi remarquables. Mais les dégâts n'attendent pas. Exactement. Les dégâts n'attendent pas. Les dégâts n'attendent pas que vous finissiez de définir des horizons qu'on peut qualifier de théoriques. Les inondations n'attendent pas. D'où la nécessité pour nous, les pays qui subissent davantage les affres de ces questions-là, de nous accrocher à la question d'adaptation pour chercher des financements pour. Voilà pourquoi de PANA, on est passé à PNA et nous sommes en train vraiment d'évoluer et d'avoir les financements nécessaires pour continuer. Donc s'il y a inondation, on pourrait quand même chercher à se débrouiller. Ouais. S'il y a sécheresse, qu'on essaye de façon de débrouiller et continuer à négocier les émissions pour que les deux sont intimement liés. Plus on réduit, moins il y aura d'efforts d'adaptation. Merci, monsieur le président. C'est vrai, il a parlé d'adaptation, mais on parlait aussi d'atténuation. À ce niveau, qu'est-ce qui a été fait concrètement, monsieur Mongazi? Bon, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et comme le directeur de la gestion des changements climatiques, oui, et je crois qu'il est allé suffisamment dans certains détails. Et ce que le Bénin a fait, il faut commencer d'abord par remercier quand même le ministre du cadre de vie et le plan durable, qui est de façon minutieuse, voyez-vous, si vous n'êtes pas présent, là où il faut avoir l'information, vous ne pouvez pas quand même agir. Il a toujours permis à toutes les rencontres au niveau international qu'un cadre soit là
ne serait-ce que vraiment pour apprendre et pour avoir l'information. Ça, je crois, c'est la base de ce qui a été fait d'abord. Et l'autre chose, quand nous sommes dans un schéma, dans un système de changement climatique, et vous avez deux stratégies. En fait, c'est pour mieux cerner un peu ce qui a été fait. Soit vous agissez sur la vulnérabilité, en fait, sur l'impact que créent les changements climatiques. Donc, vous réduisez la vulnérabilité des écosystèmes, des populations, de tout ça, et augmentez leur résilience, tel que le directeur général de la gestion des changements a abordé. Ou soit vous touchez directement à la cause, et ça, c'est de l'atténuation au changement climatique. Il a parlé tantôt des PNA, des plans nationaux d'adaptation. Oui. C'est la même façon du côté de l'atténuation. Oui. Et le Bénin, quand même, a élaboré la stratégie de développement sobre en carbone. On l'appelle généralement la stratégie de développement à faible émission de carbone et résilient au changement climatique. Ça, l'accord de Paris a invité les États à l'élaborer, ce qui a surpris d'ailleurs même la plupart des pays, comment le Bénin a pu faire, et à ce document même avant, le plus tôt. Oui, le Bénin a anticipé, ça c'est vrai, et parce que déjà à la COP 16, en 2010 à Cancun, et il y a une décision déjà qui a invité les pays en développement donc, à élaborer une stratégie à faible émission. Le Bénin a été donc proactif. Et ce document a été élaboré plus tôt. Donc c'est pourquoi c'est à l'horizon 2025. Alors l'accord de Paris a demandé que les parties élaborent ce document à l'horizon 2050. Donc ce qui est sûr, ce document sera actualisé. Oui. Et en 2024, déjà, parce que ça vient à expiration en 2025, pour donc rendre ça conforme donc, à l'orientation donnée par l'accord de Paris. Et dans ce cadre-là, quels sont les trois piliers par rapport donc à la stratégie de développement à faible émission de carbone et résilient au changement climatique? Il y a trois piliers. Et un des piliers, quand même, c'est comment améliorer, vous voyez, la résilience au niveau donc des communautés, de façon à résumer. Le second pilier, c'est comment faire pour, vous voyez, améliorer les puits de carbone. Vous voyez, augmenter le pouvoir de séquestration de nos forêts. Et le troisième pilier, c'est comment donc la construction, la réalisation des barrages à but multiple. Alors, donc, le document de stratégie à faible émission de carbone, c'est toutes les activités, en fait, voyez-vous, qui contribuent à réduire de façon quand même significative les émissions de gaz à effet de serre. Et par rapport à ça, il y a des actions que nous mettons directement au niveau du ministère, mais du fait que le ministère du cadre de vie travaille au quotidien et comme chef de file, comme point focal de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, de façon transversale, tous les secteurs bénéficient donc de cet avantage. Donc le ministère du cadre de vie ne travaille pas de façon spécifique pour le cadre de vie. En fait, le ministère du cadre de vie. Mais on travaille pour tout le pays, pour tous les secteurs. Exactement. Et quand vous voyez, tel qu'aujourd'hui, les contributions déterminées au niveau national du Bénin ont été élaborées, vous verrez en tête, comme le directeur de la gestion il a déjà dit, le secteur de l'agriculture, c'est un secteur qui contribue quand même à une part élevée aux émissions de gaz à effet de serre. Mais en tête, par rapport au secteur, le secteur de l'énergie, qui contribue donc aussi à fort potentiel et aux émissions de gaz à effet de serre. Et par rapport à ça, voyez-vous, il y a des mesures qui sont mises en place là-bas, de façon directe ou indirecte, par le ministère du cadre de vie, pour permettre au ministère donc, de l'énergie de continuer par bénéficier du fait qu'aujourd'hui... Monsieur Mongwazi, on m'a dit que le temps est déjà fini, on ira très rapidement. Bon, donc, si je me résume, aujourd'hui, voyez-vous, il y a beaucoup d'actions en cours et les besoins en technologie, ça il faut le souligner. Il y a effectivement un collègue qui travaille dans ce cadre qui va venir exposer parce que la question des technologies à mettre, c'est important. Et ça, c'est un travail qui a été d'être fait. Il y a la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national. Le ministre du cadre vie aujourd'hui a permis qu'on puisse quand même adhérer au NDC Partnership. C'est en fait une fêtière des partenaires politiques mais qui permettent aujourd'hui, dans le cadre de l'accord de Paris, de pouvoir honorer nos engagements.
Ça, il faut reconnaître, le ministre du cadre de vie a permis que le Bénin adhère. Et les partenaires aujourd'hui sont en train de courir pour aider le Bénin dans ce cadre-là. Il y a en cours là maintenant un plan de partenariat qui est en train d'être finalisé. Et dans ce plan de partenariat, ça montre toutes les actions au niveau du document de contribution qui ont besoin de financement. Et c'est les partenaires même qui se lèvent pour nous aider à mobiliser. Je crois que c'est une action phare. Le ministre également, aujourd'hui, a signé un protocole d'accord avec Stockholm Environment Institute. C'est quand même un institut au niveau qui est logé aux États-Unis, qui travaille sur les modèles. Donc aujourd'hui, notre ministre a pu avoir un protocole d'accord. On va former aujourd'hui les cadres, non seulement du ministère, mais des Béninois, par rapport donc à l'utilisation du LIPS, qui est quand même un logiciel phare pour l'estimation aujourd'hui, les scénarios climatiques. Et dans ce cadre, je crois, c'est quand même des choses qui ont été réalisées. Le collègue a parlé donc des communications nationales. On va pas parler dessus parce qu'il a Maintenant, dit... il y a, dans le cas de l'accord de Paris, vous voyez, il y a le cas de transparence. Vous avez 30 secondes, M. Mongazi. Bon, je crois, et c'est important de le notifier, le Capacity Building Initiative for Transparency, c'est l'initiative d'accord pour le renforcement des capacités pour la transparence. C'est très important aujourd'hui. Au niveau du ministère du cadre de vie, je crois, ça c'est des actions phares que notre ministre vraiment est en train de mettre en place. Désormais, vous voyez, comme c'est transversal, on a besoin des informations au niveau de tous les ministères. Donc ce cadre-là va permettre d'organiser non seulement ministère par ministère, institution par institution. D'avoir les données. D'avoir les données et comment les remonter pour la coordination au niveau du ministère. Parce que sans données, il n'y a pas de planification. Merci beaucoup à vous, M. Mongazi. Oui, rapidement, 30 secondes, M. Mouinankoan. Des perspectives, 30 secondes pour boucler cette émission. Ok, merci, monsieur le journaliste. Vous voyez que le temps n'est pas suffisant pour aborder cette dernière question. On a suffisamment à dire. On a suffisamment à dire. Je souhaiterais vraiment que pour les prochaines fois, qu'on reste dans ce domaine-là, en termes d'action. Qu'est-ce que le Bénin a fait? Qu'est-ce que le ministère du cadre de vie a fait? Vraiment pour que les gens comprennent et qu'ils se rapprochent davantage de nous pour avoir les informations nécessaires. Parce que vous communiquez très peu, justement. Exactement, et on ne peut pas communiquer dans nos bureaux, on communique à travers les canaux et que c'est vous qui allez nous aider vraiment à communiquer et permettre vraiment que le ministère, à travers le ministre Donato, on puisse voir tout ce qu'il fait en termes d'énergie, tout ce qu'il fait en termes de mobilisation des acteurs, tout ce qu'il fait en termes de respect des engagements internationaux dans le domaine des changements climatiques. On a suffisamment à dire. Merci. Vraiment, le temps ne nous a pas permis d'aller dans Merci beaucoup, loin, M. Meda Mouinankoan. Je rappelle que vous êtes le directeur de la gestion des changements climatiques. En face de vous, c'est le point focal, changement climatique au Bénin. M. Wilfried Biao Mongazi, merci d'être là. Ce sera tout pour cette émission. Mais cela va suivre. Vous avez compris, les changements climatiques frappent aussi de plein fouet notre pays, mais des actions sont menées au plan national par les décideurs pour rendre nos populations plus résilientes. Et bonsoir.